Nous sommes dimanche, le deuxième jour de Double Science et on continue les enregistrements avec les gens formidables qu'il y a sur place. Et aujourd'hui, je suis avec Béatrice. Bonjour Sophie. Bonjour et bienvenue sur Nebulae, le podcast des femmes scientifiques. Nébu quoi? Nebulae. Béatrice, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, qui je suis? Grande question. Ce que je fais. Je vais commencer par ce que je fais, c'est quand même plus facile. Oui, vas-y. Donc, je suis Béatrice Urba. Actuellement, je travaille au CNRS dans un laboratoire de physique, le laboratoire de physique des solides. Et je travaille en tant qu'ingénieur communication et médiation scientifique. Globalement, je m'occupe de tout l'événementiel, la communication sur les réseaux sociaux, les expositions qu'on accueille au laboratoire. Voilà, c'est assez vaste, assez varié, donc j'ai plein de missions hyper différentes. Avant ça, j'ai fait un master de microbiologie que j'ai poursuivi avec un diplôme de médiation scientifique et un diplôme d'informatique. On va avoir le temps de creuser du coup un peu tout ça. Moi, j'ai l'impression dans ma vie d'avoir fait beaucoup de choix, tu sais, sans avoir vraiment réfléchi, puis de m'être retrouvée un peu en pharma, pas par hasard, mais parce qu'on me l'avait conseillé. Toi, tout ton parcours, comment il s'est décidé? Est-ce qu'il y a des personnes justement qui t'ont accompagné dans ça? Comment t'es tombée dans la communication scientifique? Alors que j'ai l'impression que ton parcours, c'était peut-être plus pour travailler dans la recherche à la base. Voilà, est-ce qu'il y a eu des étapes, des moments un peu charnières pour que tu en sois là aujourd'hui? Excellente question. Alors, je dirais que très jeune, j'étais fascinée par les sciences. C'est vraiment comprendre comment les choses fonctionnent. J'avais un élevage de fourmis chez moi, enfin des trucs. Non, mais ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, mes parents ne sont toujours pas au courant de ça. C'est vrai? J'avais pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie. Mais je voulais vraiment avoir un animal de compagnie. Et il y avait des fourmis dans le jardin en bas de chez moi. Et donc, je prenais les petites fourmis, je les ramenais chez moi. Je ramenais les petites fourmis chez moi et je les mettais dans une boîte pour les observer. Et je savais pas ce qu'il fallait leur donner à manger. Du coup, elles mouraient, ça me brisait le cœur. Enfin bref. Très jeune, je voulais savoir comment fonctionnaient les choses, le vivant. Donc vraiment, très vite, la biologie, ça a été quelque chose d'important pour moi. Mais aussi juste un truc qui m'a fascinée, c'était par exemple, comment est-ce que quand on clique sur une touche d'un ordinateur, comment ça se fait que sur l'écran il y ait la lettre? Genre ça vraiment? Ou genre comment est-ce que la lumière, genre une lampe, ça fonctionne pour de vrai? Oui. Genre j'avais des trucs tout bêtes comme ça où genre je me posais des questions et j'étais là mais comment ça fonctionne quoi? Et vraiment jeune je me posais ces questions-là. Puis je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a tellement de choses où même, je sais pas, t'es un grille-pain, ok, c'est de l'électricité qui passe dans un petit fil qui chauffe, mais c'est quand même fou. Bref, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Non mais ouais, non, mais c'est vraiment c'est ce genre de questions que je me posais déjà très jeune. Qu'est-ce que j'ai fait après ça? Oui, alors vraiment, j'ai eu un peu une crise existentielle après le bac parce que je sais pas pourquoi j'avais cette croyance qu'après le bac, c'était la fin de la vie. Non pas qu'on mourait mais genre c'est c'est bon, j'ai atteint le bac et ça y est, j'ai accompli mon but dans la vie quoi. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça, et je sais pas et du coup je comprenais pas trop genre le principe de alors ça s'appelle Parcoursup maintenant, donc lance à Parcoursup. Donc j'avais mis des trucs un peu au hasard et je me suis retrouvée en fac de bio. Très bon hasard, enfin bon pas tant hasard, hein. J'ai pas mis des trucs non plus genre qui me correspondaient pas du tout. T'avais mis quand même que des options dans les sciences ou il y avait des sciences humaines alors que j'étais en S. Hein. Donc je me suis retrouvée en fac de bio, une fac qui était pas très loin de chez moi en plus, et vraiment je me suis pas dit ah oui super trop bien je suis en fac de bio je vais adorer. Non je me suis dit ok je sais pas ce qui va se passer, je vois si ça me plaît pendant un an, si ça me plaît pas je fais autre chose. Donc j'y suis allée et donc j'étais à Paris Diderot, maintenant Paris Cité, en licence et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré et je me suis dit go on continue mais ok super j'ai fait cette année-là, c'est quoi les métiers qu'il y a après, comment ça se passe concrètement dans les métiers, donc je voulais faire un stage. Sauf qu'en L1 personne te prend en stage dans son laboratoire. Donc j'ai eu beaucoup de chance grâce à des contacts, très honnêtement. J'ai été prise dans un laboratoire
où j'ai pu faire un stage de 3 semaines en neuro. J'ai été un petit peu traumatisée par ce stage parce que la neuro, c'est les cerveaux. Donc, on travaille sur des cerveaux de souris. Et c'était un peu effrayant, pour être honnête. J'étais assez jeune. Et ça, c'était un peu dur. Et là, je me suis rendu compte que, ok, si je voulais travailler dans ça, il fallait vraiment que je fasse une barrière au niveau de l'émotionnel. Que travailler sur des animaux, c'était intense pour moi. Et que si je voulais vraiment faire ce métier, travailler avec des animaux, ce qui n'est pas une obligation, évidemment, en biologie, mais si c'était le cas, qu'il fallait vraiment que je prenne sur moi par rapport à ça. Bon, j'ai fini ce stage et je me suis dit, ça reste quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup, malgré ça. Donc j'ai fait la L2, j'ai adoré la L2 aussi. Et donc je me suis dit, rebelote, on fait un stage. Donc je suis repartie en stage. En L3, pareil. En M1, pareil. Ensuite, j'ai fait une année de césure pendant laquelle je voulais vraiment faire pas de la biologie. Je voulais vraiment faire autre chose. Ah oui, sachant que pendant mon M1, j'étais bénévole pour l'AFM Téléthon. Et donc, là, j'ai un peu découvert tout ce qui était l'événementiel dans un environnement de sciences. Donc, c'était la première fois que j'ai organisé un concert caritatif avec les autres personnes qui étaient volontaires avec moi. Mais là, je me suis vraiment dit, ok, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, j'ai fait une année de césure après, qui était prévue depuis un moment. Pendant cette année de césure, je me suis dit, je fais rien qui soit très lié aux sciences. Pendant 3 mois, j'ai travaillé dans une ferme biologique en Allemagne. Incroyable. Donc je voulais vraiment, c'était vraiment mon objectif de la césure. C'était mon activité principale. Et voilà, et donc je l'ai fait. Il y a eu le Covid juste après. Mais voilà, j'ai pu le faire avant le Covid. Et c'était incroyable, j'ai adoré. Concrètement, je plantais des graines de tomates. Je les arrosais, je vérifiais qu'elles n'étaient pas sèches. Voilà, j'étais les pieds dans la terre avec des bottes et en décembre, on était là, dehors, avec du gel, de la neige et on désherbait, quoi. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de passer de tes missions en laboratoire à j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis, là dans la terre et puis de changer totalement d'environnement? J'aime vraiment beaucoup les plantes. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus des animaux que je n'ai pas pu avoir. Donc puis j'aime beaucoup le concept d'avoir son jardin, de faire pousser aussi ses propres aliments. Moi c'est mon rêve, c'est d'avoir ma petite maison avec mon potager, Donc je voulais vraiment aussi apprendre ça. Et puis je voulais voir aussi est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me plaire, je sais pas si c'était pour voir si ça me plairait professionnellement, mais qui pourrait vraiment me plaire pour moi sur du long terme, ou est-ce que c'était quelque chose que j'allais trouver trop difficile. Puis je voulais aussi aller en Allemagne pour parfaire mon allemand. Et qu'est-ce que tu en as ressorti du coup de cette expérience? De très belles rencontres, de très belles amitiés, un meilleur niveau en allemand. Et ça m'a vraiment motivée à vraiment avoir une maison avec un potager. Voilà. Et est-ce que tu as appris comment élever finalement des fourmis? Non, malheureusement non. Non. Par contre, je me suis trouvé une passion pour les vers de terre. J'adore les vers de terre, je trouve ça trop mignon. Mignon, ouais, je trouve ça adorable. Et du coup, donc, t'avais tes études, ton année de césure, et après ça, tu t'es dit avec toutes tes expériences, j'ai envie de continuer dans les sciences, mais pas forcément en laboratoire. Alors, comment s'est fait Après mon année de césure, j'ai fait mon M2. Ok. Donc j'ai fait mon M2 qui est un M2 de recherche. Donc à ce moment-là, j'étais toujours plus ou moins intéressée par la recherche, même si... En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai fait mon année de césure, mes amis qui, eux, étaient aussi en recherche, en études axées recherche, eux, ils avaient terminé leur M2. Et donc, quand moi, j'ai commencé mon M2, eux, ils étaient déjà en thèse. Et donc, j'ai pu voir pendant toute mon année de M2 mes amis qui commençaient leur thèse. Et donc, en fait, beaucoup avaient beaucoup de mal à trouver une thèse, beaucoup de mal à trouver des financements déjà. Ceux qui en ont trouvé ont eu pour beaucoup des soucis avec leurs maîtres de stage, tuteurs, tutrices, collègues, équipes. Et donc déjà que je commençais à avoir des doutes sur est-ce que j'allais faire une thèse ou pas. Si je fais une thèse, je la ferai pas en France. Et en même temps, je me sentais un peu redevable quand même envers l'éducation française que j'avais pu suivre, dont j'ai pu bénéficier pendant toutes ces années-là. Et donc je me sentais pas à l'aise avec le fait d'aller faire une thèse à l'étranger. Je pense que j'avais aussi peur honnêtement de quitter ma famille, justement parce que je me disais si j'ai des soucis avec mes équipes, avec mon projet, j'ai envie de pouvoir être soutenue par mes amis et ma famille, et du coup si je le fais à l'étranger, ce sera plus compliqué.
Donc j'ai décidé de pas faire de thèse et de garder ça pour potentiellement plus tard ou pas le faire du tout. Mais du coup, j'ai passé un diplôme de médiation scientifique avec l'université Paris-Cité. Ça a été une super formation au niveau des personnes que j'ai pu rencontrer. C'est des personnes avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et que j'aime beaucoup, auxquelles je tiens énormément. Après, au niveau des connaissances, il y en a beaucoup que j'avais déjà avant. Un autre gros projet sur lequel je travaillais, c'était la compétition iGEM, qui est donc une compétition de biologie plutôt axée industrie. Et donc c'est vraiment une compétition internationale incroyable où on te dit bah voilà, tu dois monter un projet de A à Z, que ce soit faire la communication, l'événementiel, la partie scientifique, donc recherche en laboratoire, recherche de financement, donc vraiment tout. Donc en fait c'est un peu genre tu montes un labo en 1 an, mais genre à une petite échelle. Avec un seul projet. Ouais, non, c'est incroyable. Et donc, je voulais absolument y participer. Donc, j'ai intégré l'équipe de Sorbonne Université 2020. J'ai appris énormément. Donc, on a fait une partie à distance due au Covid. Aussi, un gros truc qui m'a permis de confirmer que la communication scientifique, l'événementiel, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, quand tu as décidé de pas aller en thèse, tu as su en fait un petit peu directement que tu voulais plutôt partir dans la médiation et la communication. Ça, c'est... Ouais. En fait, avant même de commencer mon M2 de recherche, je sentais qu'il y avait de fortes chances que je fasse pas de la recherche. Et c'était pas une surprise, c'était pas un déclic du jour au lendemain du tout. Ça s'est vraiment fait progressivement. Et en soi, quand je regarde en arrière, je me dis bon, c'est pas très surprenant. J'ai toujours aimé organiser des choses. L'événementiel, c'est quelque chose qui me plaît, donc voilà, je suis pas très surprise de là où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Alors, ce que je préfère dans mon métier actuellement, je pense que honnêtement, j'aime beaucoup l'événementiel, mais c'est très fatigant. Ce que j'aime dans mon métier, c'est justement la diversité des missions que j'ai. Il y a des journées où je suis assise à mon bureau en train de gérer les réseaux sociaux, des journées où je suis en déplacement pour aller chercher une expo à l'autre bout de Paris, pour aller l'exposer dans le laboratoire. Je continue à me former hyper régulièrement parce que du coup, moi, j'ai un diplôme de médiation scientifique, mais en médiation scientifique, actuellement, je fais du graphisme, je fais des réseaux sociaux. Enfin, c'est quand même très vaste, donc je suis continuellement en train de me former et ça, c'est hyper stimulant. J'ai tendance à pas mal m'ennuyer rapidement si je fais tout le temps la même chose. Et donc, ouais, la diversité des missions, et aussi la diversité des positions, enfin debout, assis, courir, marcher, enfin c'est dynamique quoi. Ça paraît bête mais c'est vraiment en une journée je peux me retrouver à passer 4 heures assise à mon bureau et aller à l'autre bout de Paris pour aller chercher une expo et revenir au labo. Donc ouais, il n'y a pas de routine. C'est ça. Tes journées ne se ressemblent pas. Ouais, c'est aussi l'autonomie. Je pense que ça pour moi c'est super important. Que voilà, on me fait vraiment confiance sur ce que je dois faire. On me dit voilà, on aimerait accueillir des expos. Ok, bah c'est à moi de trouver les expos, c'est à moi de contacter les gens pour les expos. Et j'ai pas quelqu'un qui va me dire bon bah on veut cette expo pour telle date. Après ça peut arriver, hein, mais c'est pas tout le temps ça. Donc j'ai vraiment une très grosse autonomie, une très grande liberté par rapport à ça. Donc évidemment, il faut que je fasse confirmer est-ce que cette expo, on est bien d'accord pour l'accueillir. Mais a priori, c'est vraiment moi qui choisis ce qui va être exposé, ce qui va être, les activités du laboratoire. Je peux aussi en proposer des nouvelles et ça, sur le coup, pour le coup, je suis vraiment soutenue par les personnes avec qui je travaille. Ce que je pense aussi, c'est de très cool dans mon travail. Alors là, c'est pas vraiment dans mon travail actuel au CNRS, c'est dans mon statut de personne qui communique les sciences. C'est la communauté. La communauté des vulgarisateurs et vulgarisatrices et plus largement toute la communauté des gens qui communiquent les sciences. La diversité des profils, la diversité des formats qu'on peut utiliser, que ce soit les podcasts, les séries, les vidéos YouTube, le journalisme, la musique, enfin vraiment c'est les sciences, on peut les communiquer par vraiment tout et n'importe quoi. On peut faire un coloriage sur le thème des sciences. Enfin moi ça je l'ai fait par exemple en colonie de vacances, je faisais des coloriages de
plantes avec le système racinaire, les feuilles, les rayons UV, comment est-ce que les plantes se nourrissent, etc. Et donc vraiment, les sciences, on peut les communiquer avec tellement de supports, il y a tellement d'opportunités, et la communauté est hyper bienveillante. Je trouve, en tout cas dans mon entourage, les personnes que je connais, c'est vraiment une communauté hyper riche, hyper gentille, motivante. C'est hyper important pour moi d'être dans un environnement de travail motivant et bienveillant, vraiment agréable et doux. Quels sont un peu tes futurs projets, tes futures envies? Donc les projets futurs, sinon il y a le Festival Paris Science qui sera donc à l'automne prochain, automne-hiver prochain, qui propose de faire des compétitions de courts-métrages, de longs-métrages, de séries, tout ça. Et donc moi j'ai déjà participé à ce festival, j'ai déjà réalisé un film, un court-métrage d'horreur en noir et blanc dans un laboratoire sur le thème de la recherche. Donc ouais, le format de la vidéo et du court-métrage, ça te plaît particulièrement pour parler des sciences? C'est assez dingue parce que du coup, moi c'est pas du tout ma formation, c'est pas du tout mes études ou le monde vers lequel je comptais me tourner. Vraiment pas du tout. C'est assez drôle parce que plusieurs fois dans ma vie, le monde du cinéma est un peu venu à moi par hasard. Vraiment. Et je dis beaucoup oui aux choses. Donc je me dis pourquoi pas, ok, je te soutiens dans ton idée et tu me proposes de participer, let's go. J'ai vraiment cette philosophie de dire oui aux choses et donc je me suis retrouvée à jouer dans des films parce que des connaissances réaliser des films, il y avait besoin d'acteurs d'actrices et puis au final je me suis retrouvée à écrire un film et à réaliser un film et là je me dis en fait c'est quand même un format qui me plaît bien. Après j'ai pas comme vocation de vraiment me reconvertir dans le cinéma, mais j'avoue que c'est quand même un média qui m'intéresse et que je trouve quand même très puissant et on peut faire vraiment des choses très jolies. Et de ressentir des émotions aussi, je trouve que ça permet aussi de faire passer des messages et c'est toujours trouver le bon équilibre entre le raisonnement, l'effet scientifique et l'émotion qui peut s'en dégager. C'est exactement ça. Et c'est ça qui peut être un peu la bonne formule. Et puis les films, du coup, ça permet de rassembler tout ça. Et... Ouais. Merci beaucoup. Merci je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, s'il y avait un sujet que tu avais envie d'évoquer. Vraiment de pas se mettre de barrières. Moi, c'est vraiment, j'ai la chance d'avoir beaucoup été soutenue par mon entourage, par ma famille, par mes proches, aussi par les gens dans le domaine dans lequel je travaille. J'ai de la chance d'être soutenue par elles et eux. Je pense que ce choix, il n'a pas forcément été fait de façon consciente d'aller dans ce domaine-là parce qu'il y a des gens que je trouvais bien pour moi. Mais je pense que c'est vraiment important d'aller dans un endroit où on se sent bien et de pas se mettre de barrières tout seul. Il y a beaucoup de gens que j'entends dire « Non, mais je peux pas faire ça parce que si, parce que ça. » Mais en fait, c'est pas à toi de décider que t'as pas le droit de le faire. Laisse les gens te dire non. En fait, teste-le. Alors évidemment que c'est peut-être un gâchis d'énergie ou de temps, on peut le voir comme ça. Moi, ce que j'essaye de me dire, c'est si on me propose quelque chose, ou si j'ai la chance de pouvoir participer, ou que, par exemple, de postuler à un concours photo, je peux me dire non, je peux pas parce que je suis pas très bonne en photo. Et j'estime que c'est pas à moi de dire non, je peux pas faire ça parce que je ne suis pas assez. Non, je le fais. Et si les gens me disent c'est pas assez, ok, je vais essayer de me donner les moyens si ça me tient vraiment à cœur de le faire. Je me souviens, j'avais un ancien boss que je détestais. Et puis il m'avait toujours dit une phrase, il vaut mieux faire la bonne chose avant de la faire bien. Et puis cette phrase, je la comprenais pas. Et puis vu que je l'aimais pas, je pense que j'étais biaisée par j'aime pas ce qu'il me dit. Et en fait, j'ai l'impression, ça fait peut-être genre 10 ans, et puis ça m'est resté dans un coin de la tête. Et en fait, cette phrase, elle dit tout, c'est il faut faire la bonne chose. C'est-à-dire, par exemple, j'aime la photo, je la fais avant de la faire bien, parce que le bien, il viendra en faisant, et qu'il faut juste se lancer, et puis ne pas se dire il faut que je sois absolument parfait dès le début, parce que ça n'arrive pas. Et puis parfois, je trouve que c'est un peu la barrière qu'on a de mais je suis pas bonne en photo, ou je réalise pas des films assez beaux. Non, en fait, on fait la chose, et puis dans tous les cas, on va s'améliorer au fur et à mesure, et lançons-nous, clairement. Ouais, exactement, je rebondis justement sur les podcasts. Si vous allez écouter mes podcasts, donc le nom c'est Les Voix de la Science, honnêtement, aujourd'hui, quand je les écoute, j'ai le sentiment qu'ils sont pas dingues.
Mais voilà, j'avais jamais fait de podcast. J'ai eu l'opportunité dans cette association, Je Science donc je suis. Ils m'ont donné l'opportunité de créer le pôle podcast et de créer ce format de podcast. J'avais jamais fait de podcast de ma vie avant. Donc vraiment, moi je me suis dit, j'ai vu ça comme une opportunité. Je voulais faire des podcasts. L'asso m'a proposé d'en faire. J'étais là, ok, bah let's go. Maintenant, j'ai aucune excuse de pas en faire. Et ils vont probablement être pas dingues. Personne m'a dit, ah mais oui, t'es bonne en podcast, tu devrais en faire. Non, j'avais jamais fait de podcast de ma vie et on m'a donné l'opportunité de le faire. Et ben j'y suis allée, je les ai faits. Et sûrement que si vous les écoutez, vous direz, bah ils sont pas ouf. Mais oui, c'est vrai, ils sont peut-être pas ouf. Mais aujourd'hui, je sais que si je refais des podcasts, bah ils seront probablement mieux justement. Donc le fait de faire la bonne chose, j'avais envie de faire des podcasts, j'ai eu cette occasion de le faire, je les ai faits et peut-être qu'ils sont pas ouf dingues, mais pour moi c'est assez bien et je suis hyper fière de l'avoir fait. Eh ben tu as bien raison, tu vois, félicitations pour tous tes beaux projets et ton parcours. Pour conclure du coup cet épisode, en fait on demande à chaque invité de choisir le mot de la fin, qui est le premier mot qui te vient en tête. N'importe quel mot. J'ai envie de dire étoile. Il y a des étoiles juste derrière Sophie dans le lieu où on est. Et donc en fait, il y a une phrase qui dit un truc genre vise les étoiles et t'atteindras... Sur la lune. Vise la lune et t'atteindras les étoiles. Je suis hyper mauvaise en expression. Je sais plus. Il y a une phrase de ce type. Les étoiles, on en achète GPT. Du coup, c'est une expression d'Oscar Wilde. Merci Internet. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Voilà, donc j'ai pensé à cette citation parce que derrière Sophie, il y a une magnifique fresque avec des étoiles, des planètes, et aussi en lien à ce qu'on disait de il faut faire la bonne chose avant de la faire bien. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup Béatrice, c'était Merci trop à toi bien. Sophie. Merci infiniment. Merci. J'espère que ça vous a inspiré et que vous allez tous vous lancer dans 1000 projets qui n'ont rien à voir avec vos études, votre boulot ou que c'est juste des beaux projets. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Nebulae, le podcast des femmes scientifiques badass.